Il faut situer le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'une mission onusienne? Il faut que les gens comprennent ce que c'est. Dans le fonctionnement de l'ONU, il y a beaucoup de couloirs. Parmi ces couloirs, il y a la mission militaire qu'on appelle la mission de pacification, gérée par les casques bleus. Quand vous entendez parler de casques bleus, c'est une tontine de soldats venant de tous les pays qui ont ratifié la Convention de Genève pour être considérés comme étant membres des Nations Unies, c'est-à-dire de l'ONU. Lorsque dans le monde, il y a une situation comme par exemple le terrorisme, comme par exemple des litiges, l'ONU, qui est présentée comme étant la communauté internationale, essaie de venir pacifier la situation en apportant des soutiens militaires, logistiques, alimentaires, économiques, via ce que vous connaissez, le PAM, Programme alimentaire mondial, quand il s'agit des enfants, UNICEF, en fait, vous connaissez tout le BOTA. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, lorsqu'on parle de mission onusienne ou casque bleu, c'est on fait tontine de soldats. C'est-à-dire chaque pays donne un peu de soldats, un peu de soldats, un peu de soldats. Et puis ça fait la mission onusienne pour tel pays, ou tel pays, ou tel pays. Pour que les Ivoiriens comprennent ça, retirez-vous, référez-vous à l'ONUCI, la mission onusienne pour la Côte d'Ivoire. Dans la mission onusienne pour la Côte d'Ivoire, il y avait une tontine de soldats. Mais ceux que vous connaissez plus, c'est les Bangladesh. Parce que pour la mission de Côte d'Ivoire, la majorité était des Bangladeshis. Mais n'oubliez pas que dans cette mission, il y avait des Togolais. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une mission dans une zone bien précise, dans la tontine, on prend forcément des soldats qui maîtrisent la... comment on appelle ça même le climat, qui maîtrisent le climat de la zone. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, vous avez eu des soldats togolais, des soldats ghanéens, des soldats libériens, et j'en passe. Donc, comment ça se fait? Quand il y a une crise dans une zone, l'ONU contacte les pays proches de cette zone d'abord. Et puisque ces pays ont ratifié les conventions de Genève, ils ont obligation, je dis bien ils ont obligation, ce n'est pas, c'est pas parce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils doivent. Donc lorsqu'on vous contacte, vous avez obligation de faire la tontine de soldats. C'est ainsi que, pour le cas du Mali, on appelait ça MUNISMA, Mission des Nations Unies pour le Mali. On fait la tontine. Chaque pays envoie des soldats. Chaque pays envoie des soldats. Chaque pays envoie des soldats. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire, naturellement, qui fait partie du monde, a envoyé des soldats. Donc j'explique ça pour que les gens comprennent que ce n'est pas Dramane Ouattara qui a décidé unilatéralement d'envoyer des soldats. Non. Je répète, ce n'est pas Dramane Ouattara parce qu'il est un carnet d'adresse, parce qu'il connaît le roi Péto, parce qu'il connaît les dirigeants du monde qui a décidé d'envoyer des soldats. Non. C'est l'ONU qui vous envoie une lettre pour vous dire nous avons besoin de votre tontine pour telle mission. Et puis vous prenez les mesures pour accompagner cette mission. Maintenant, ça c'est officiel. Officieusement, qu'est-ce qui se fait? Officieusement,
ceux qui sont dans le Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont des droits de veto, des gens comme la France, souvent manipulent les choix des pays au sein de l'ONU. Je recommence. Officieusement, diplomatiquement, dans la géopolitique, dans les arcanes, dans les couloirs de l'ONU, comment ces choix se font? Ceux qui s'asseyent, les 5 grands qui s'asseyent autour de la table, qui ont le droit de veto, qui sont les membres permanents de l'ONU, officieusement manipulent un peu le choix de certains pays pour ces genres de missions. Est-ce que c'est clair? Donc, pour le cas de la MINUSMA, la manipulation du choix des pays a été faite par la France, puisque en Afrique de l'Ouest, les pays francophones sont présentés comme étant les pays sous protectorat français. Quand ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont partagé le monde là. Nous, à l'Afrique de l'Ouest, les pays dits ex-colonisés par la France, sinon toujours colonisés, c'est la France qui est notre porte-parole, notre porte-voix. C'est-à-dire quand on veut parler de la Côte d'Ivoire, on se gratte l'appel, l'ONU appelle la France. Bonjour France, on veut parler à la Côte d'Ivoire, on fait comment? La France dit, ah ok, attendez, c'est comme ça se passe. Donc, le choix des pays qui vont au Mali, dans la MINUSMA, comment dirais-je, est influencé officieusement par la diplomatie française, dont la Côte d'Ivoire. Je vous explique ça pour que vous compreniez très bien. Parce qu'aujourd'hui, quand les lépicuriens se tapent la poitrine pour dire « Ouais, c'est bien », non. Ouattara ne joue aucune carte dedans. Ouattara est un boy. C'est un vassal, c'est-à-dire qu'on l'appelle, on dit « Hey, boy, oui patron. On a besoin de 5 soldats, oui patron. Envoie-le mercredi, oui patron, c'est tout. » Ouattara, il n'a aucune carte, il n'a pas droit au chapitre, il n'a pas droit à la parole, c'est un boy. Alors, la France, ayant manipulé le choix de ces pays, se retrouve dans un contingent là-bas dans la MINUSMA. Ça, c'est un. Pourquoi aujourd'hui Dramane se retire? Camarades, ce n'est pas la magie. Le Mali a décidé de prendre sa souveraineté. Et pour être capable de mener ce combat, ceux qui ont précédé les Assimi Goïta, c'est-à-dire, je ne vais pas faire la genèse, on va faire court. Après ATT, IBK, qui ont demandé, une chose qu'il faut préciser, pour que les Nations Unies arrivent dans votre pays, il faut une demande écrite, officiellement, c'est-à-dire, pour que les Nations Unies arrivent en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, lors de la rébellion, a eu besoin de faire la demande pour qu'ils arrivent. C'est comme ça que ça se passe. Pour le Mali, IBK, si je ne me trompe pas, a fait la demande aux Nations Unies de venir les aider à juguler un peu le terrorisme. C'est comme ça que la mission des Nations Unies, et pour le Mali, s'est organisée. Quand cette mission s'est organisée, naturellement, la France, qui a des intérêts dans l'Ouest africain francophone, a manipulé le choix des pays qu'on devait mettre dans le contingent, dont la Côte d'Ivoire. Et cette France-là, qui avait elle aussi, parallèlement à la mission de la MINUSMA, était invitée, c'est-à-dire le Mali a dit à la France, bonjour, allô, tonton France, ou bien tanti France, pardon, est-ce que tu peux nous aider à avoir un appui aérien, c'est-à-dire des hélicoptères pour nous donner une visibilité et faire feu contre les terroristes qui sont très armés. Ça, c'est la première aide que le Mali a demandé officiellement à la France. Bonjour France, comme nous sommes cousins, nous sommes frères, comme c'est vous que nous avez colonisé, pardonnez, envoyez-nous un appui aérien feu. Ça veut dire quoi? Comme les terroristes sont super armés,
et que le Mali n'avait pas les moyens dans le temps de faire ce travail aérien, le Mali a demandé, autorité générale d'Oberlaspect, le Mali a demandé à la France de venir l'aider parallèlement à la mission de l'ONU de faire un travail aérien feu. Ça, c'était ce pourquoi le Mali a demandé à la France de venir. Ensuite, le Mali a aussi demandé à la France, s'il vous plaît France, est-ce que vous pouvez nous aider avec une visibilité satellitaire? Ça veut dire que avec des infos, des renseignements, pour que nous puissions bien placer nos soldats et puis lutter contre le terrorisme. Donc, le Mali qui a demandé ce service à la France, appui aérien et comment dire, renseignement, la France arrive et fait ce qu'on appelle la force Barkhane. La force Barkhane, sur le terrain, la France fait comprendre que le terrain du Sahel est vaste et que elle a besoin d'appui de l'Union européenne. Elle a besoin d'appui de ses camarades de l'Europe. Et IBK,